de finances publiques et j'y reviendrai sans pas parler d'énergie. On ne peut pas parler d'éducation sans parler d'énergie. On n'en dit pas assez d'ailleurs sur ce sujet-là parce que l'un des principaux accélérateurs des changements de comportement est l'école, est le jeune. Voilà. Souvenons-nous de ce que les enfants nous ont fait faire sur l'eau et la brosse à dents. D'accord ? C'est pareil pour ce sujet-là. Cette vision globale, il faut aussi la voir dans le prolongement de ce que nous évoquions. Je reprends le bâtiment, sa construction, ce qui est autour. Et penser la ville, non pas simplement avec la somme des problèmes qu'elle contient, avec la somme des charges que peut générer la thématique de l'énergie, mais il faut avoir une vision globale, charges et produits. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes que l'on a au niveau de l'Association des maires de France, c'est que souvent, les maires viennent nous voir en posant le problème de leurs charges. On m'a demandé de refaire l'isolation thermique des bâtiments publics. Je dois lutter contre la précarité énergétique. Je dois refaire mon éclairage public. Il faut penser différemment, et je fais le lien avec le PPP dont vous parliez. Un PPP, souvent dans l'esprit des élus... Vous pouvez traduire ? Un partenariat public-privé, pardon. Voilà, merci. Un partenariat public-privé, c'est généralement perçu, d'ailleurs les finances publiques ne le traitent que comme une dette. Or qu'un partenariat public-privé, dans certains domaines d'activité, peut être générateur de ressources nouvelles. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je sais qu'il y a des maires dans l'Assemblée et ils vont y être très sensibles. Le retour en ressources pour une collectivité d'un PPP peut aussi être une ressource de la section de fonctionnement qui permet demain d'investir. Mais je vais arrêter sur ce sujet-là. Simplement pour rester sur le PPP, de dire, monsieur, que moi je partage votre point de vue, c'est un outil, mais pour autant que l'on ait une vision globale du territoire et que dans le PPP, on mette des charges et des produits pour que ça ne pèse pas trop sur la collectivité. Ensuite, il y a un autre point, alors beaucoup plus complexe, à aborder, mais qui est très important. On a beaucoup parlé des bâtiments nouveaux, des constructions nouvelles. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas trop inquiet pour ça. Les normes sont là, les technologies sont là, les entreprises sont là, les architectes sont là, tout le monde est là. Et à mon avis, pour demain, ça va bien se passer. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, et on n'en parle pas assez, c'est non pas les bâtiments qu'on a construits il y a un siècle. Ceux-là, c'est du costaud. Mais c'est toute la génération des lotissements construits entre les années 60 ou 50 et 80 qui sont de véritables passoires énergétiques. Et là, il va falloir effectivement mener une bataille extrêmement compliquée. Alors, ça fait aussi partie de la conférence environnementale qui aura lieu les 14 et 15, parce qu'il faudra poser tout le problème des aides mises dans ce domaine-là. Quel est le département, la région et l'État y contribuent, voire même parfois les villes, qui ne mettent pas d'argent pour inciter à faire des travaux d'isolation. Nous avons fait, mon ami Guy Barret est là, au niveau de la communauté du Pays d'Aix, on a fait des tests dans la bonne ville de Venelle sur 100 logements en expliquant aux gens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que c'est trop compliqué techniquement, c'est trop compliqué financièrement et c'est trop compliqué juridiquement. Donc il faut absolument revoir l'outil pour faire un outil de tout en un, ou comme nous sommes en train de le faire donc avec Guy, nous sommes en train de mettre en place un outil où nous aurons des modèles dans les villes, où on accompagnera les propriétaires en les prenant dès le premier instant pour faire l'audit, ensuite de les conseiller pour les travaux, et ensuite de les aider à faire un montage juridique complet qui inclura les aides dont on parle il y a un instant, les avantages fiscaux dont on parle, et peut-être aussi, mais ça c'est un peu plus ambitieux, les économies qu'il pourrait faire un peu plus loin. Donc ce sujet-là est important parce qu'il touche une grande partie de notre population et il va falloir qu'on améliore le système. Et puis je vais terminer par le plus important, mais peut-être aussi le plus compliqué à expliquer, et là je me tourne vers mon ami d'EDF. Quand on parle de coût, on parle de coût d'énergie. Et le coût de l'énergie, il dépend d'un tarif. Et quand on lit la lettre de l'Europe du 11 décembre 2011, on nous dit les chiffres que je vous citais, à 2020, l'augmentation devrait être de 50%. Au passage, il se sera produit entre-temps, ça s'est déjà passé en Allemagne, ça arrive en France pour demain, quelque chose qui va révolutionner aussi les comportements, c'est que le coût de production que l'on pourra avoir chez soi, on va passer le point de la parité,
pourra devenir parfois inférieur au prix de l'énergie qu'on nous livrera sur nos compteurs. Ça aussi, ça va changer les comportements. Mais restons sur le problème du coût et du tarif. Jusqu'à aujourd'hui, le tarif, pardon, je n'ai pas votre compétence, Monsieur Salah, je vais peut-être trop simplifier, mais quand même, le tarif aujourd'hui, il est très personnalisé. C'est un prix, soit pour le citoyen que nous sommes, soit pour un industriel qui a besoin de visibilité et à qui on dit pendant 4 ans ça va être comme ça, soit peut-être encore plein d'autres tarifs qui peuvent exister. Moi, ce que je souhaite, c'est que le tarif, qui est un coût, et c'est là où ça devient compliqué, devienne l'un des paramètres d'une chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un raccourci pour que vous compreniez là où je veux aller. Dans ma ville de Lambesc, il y avait la possibilité de faire du photovoltaïque et de produire de l'énergie. Tout à l'heure, je parlais de vision globale. J'ai dans ma ville des charges d'éclairage, de fonctionnement quotidien, et je m'étais dit, on va faire un champ photovoltaïque pour avoir des ressources qui compenseront les charges que j'ai à côté. Premier réflexe, je me suis dit, il y a pour cela bien des opérateurs. Il se trouve que professionnellement, je fus opérateur à l'origine, et donc je me suis reposé la question du fonctionnement du système de développement des énergies renouvelables en France. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que plutôt que de faire gagner 1 à ma ville, je pouvais faire gagner 8. Concrètement, ça veut dire que le coût de rachat de l'énergie renouvelable que nous pouvions produire à Lambesc pouvait rapporter à la ville à peu près 1 500 000 € par an, ce qui en masse représentait à peu près le poids de la taxe d'habitation payée par les Lambesquins. Et l'idée que j'avais, malheureusement morte avec le moratoire du 3 décembre 2010, l'idée que j'avais, c'était de prendre cette manne, non pas de supprimer les impôts, j'ai vu qu'il y avait un Lambesquin tout à l'heure qui ne se réjouisse pas trop vite, mais par contre, j'avais très envie de diminuer la taxe d'habitation de 30% pour permettre aux citoyens d'avoir un gain qui lui aurait permis de revoir son logement et avec les 70% que la ville conservait, eh bien de s'en servir pour faire l'isolation thermique des bâtiments et pour revoir la politique d'aménagement de la ville. C'est là où je parle de chaîne de valeur, parce que dans le système actuel, le prix que nous payons, il est composé de ce qui permet à EDF et les autres de vivre, et on y ajoute la contribution au service public de l'électricité. Moi, je pense que cette contribution, elle doit respecter, ou plus exactement suivre le principe du surconsommateur-payeur. C'est un peu ce qui a été voté. Je vais vite terminer cette chaîne-là, parce qu'elle est importante. Je pense que vous devriez, parce que vos partenaires sont très impatients de vous répondre. Alors, ça va réagir peut-être. Ah oui. Mais après la réaction, je dirais un mot, si vous le voulez bien, un seul. Disons que pour terminer ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que cette chaîne de valeur qui part du tarif de l'obligation d'achat payé par le citoyen, parce qu'au début c'est le citoyen qui paie, la boucle est vertueuse et à l'arrivée c'est le citoyen qui s'y retrouve. Et donc, après tout, je vais dire tout de suite ce que je voulais dire. La réunion qu'on a eue il y a 2 jours, c'était avec des gens que vous connaissez très bien, avec M. Didier Lafaille de la CRE, et qui convenait lui aussi, donc je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à EDF, mais qu'il faudrait repenser la notion de tarif en pensant plus chaîne de valeur, avec retour éventuel sur ceux qui paient, plutôt que tarif simple. Alors, ça, c'est une évolution extrêmement importante aussi, qui doit se faire, je pense, rapidement. Monsieur Salah, allez-y. Oui, peut-être dire un petit mot sur ces questions de tarifs. Donc aujourd'hui, pour simplifier peut-être les choses, hein, le prix de l'électricité, lorsque vous achetez 1 kWh qui est autour de, je vais simplifier les chiffres, hein, mettons d'une centaine d'euros du mégawattheure ou 1 euro du kilowattheure, vous avez grosso modo 3 parties. Une première partie qui est la partie production, hein, donc qui représente à peu près la moitié, un gros tiers, quelque chose comme ça. Vous avez la partie qui est l'acheminement, donc ça c'est les réseaux, c'est le réseau de distribution, le réseau de transport.
Et vous avez après, par-dessus tout ça, ce qu'évoquait monsieur le maire, qui est la fameuse CSPE. Oui. Et la CSPE, aujourd'hui, qui représente quelques euros dans une valeur totale de 100 pour le prix exprimé en mégawattheure, cette CSPE, c'est en quelque sorte une mutualisation du prix ou du coût, plus exactement, du développement des énergies renouvelables répartis sur l'ensemble de la collectivité. Donc EDF, lorsque EDF rachète finalement de l'électricité photovoltaïque, on la rachète à des prix qui sont, pour les industriels, autour de 200 euros du mégawattheure, pour des particuliers autour de 400 euros du mégawattheure, alors que les coûts de production classiques, sans parler même du nucléaire, du gaz ou du charbon, c'est autour de 50 à 60 euros du mégawattheure. Donc on voit bien qu'on a un problème d'économie, un problème fondamental d'économie. C'est-à-dire qu'il faut absolument rendre ces énergies compétitives. Et objectivement, ce n'est pas facile, d'où toutes les fluctuations qui se sont produites sur le photovoltaïque, avec des choses qui démarrent, qui freinent, qui mettent en difficulté tout un tas de collectivités ou de petites entreprises, mais qui correspondent à un coût global pour la collectivité très 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 élevé, qu'aujourd'hui l'État, avec un grand E, ne sait pas supporter. Donc il faut traiter cette question-là d'économie globale de l'énergie. Et je pense que la question de la tarification est effectivement un sujet majeur à cet égard-là. C'est la clé pour avancer. Dernière chose, malheureusement, les prix de l'électricité vont augmenter. C'est clair. Nous avons ici en France les tarifs ou les prix les moins chers. Nos amis allemands ont pratiquement des prix qui sont 1,5 fois à 2 fois nos prix. Augmenter les prix, si vous voulez, c'est très embêtant parce que l'énergie est quelque chose d'absolument indispensable à la vie des particuliers. Monsieur a évoqué la difficulté de plus en plus prégnante de nos concitoyens. Mais c'est aussi, si on raisonne un peu, alors excusez-moi, peut-être de façon un peu théorique, d'économiste, lorsque le prix augmente, c'est aussi une incitation forte à économiser. Donc c'est aussi un moyen de faire attention. J'en profite pour dire que la précarité énergétique est aussi pour nous un enjeu majeur. Les chiffres, je les rappelle, il y a aujourd'hui pratiquement en France 8 millions de personnes dites précaires énergétiques. Précaire énergétique, ça veut dire que 15% environ du budget du ménage est consacré aux dépenses d'énergie. 15% du budget du ménage, donc ce qui est tout à fait considérable. Donc il y a là un enjeu, alors évidemment au premier chef pour les décideurs politiques et des collectivités, mais aussi pour nous électriciens, qui est de première grandeur, auquel il faut qu'on s'attaque. Les prix, je rebondis sur une information d'actualité, les prix progressifs qu'on nous annonce pour l'électricité et le gaz sont censés devoir générer des économies, justement, non ? Alors, je ne le dirais pas exactement comme ça. Ce système de tarifs progressifs, c'est quelque chose qui permet d'aider finalement ceux qui sont en plus grande difficulté et d'avoir un système de bonus-malus, si je comprends bien, globalement équilibré. Mais le système est en train de sortir et bon, laissons les parlementaires le traiter. D'accord. Une précision technique, cette CSPE, en fait, abonde une caisse, pour faire simple, dont on peut se servir selon le choix politique. Selon le CSPE, c'est... c'est ce qu'on rajoute sur la facture. C'est la contribution au service public de l'électricité dont M. Salah disait que ça sert aux énergies renouvelables. Ça ne sert pas qu'aux énergies renouvelables. Et par exemple, dans la loi Brottes qui a été adoptée il y a 2 jours, il y a un choix politique qui a été fait que personnellement je trouve ne pas être totalement satisfaisant. Par exemple, il a été décidé qu'une grande partie de ces fonds générés par la CSPE, graduels selon la consommation des consommateurs, devraient servir à des bonus-malus et à la lutte contre la précarité. Il manque un volet, c'est ce que je regrette, il manque le volet justement de la partie du tarif qui pourrait faire évoluer la chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure. Mais on y reviendra. Mais un dernier mot pour que la salle comprenne bien sur le problème du tarif. Il ne faut pas déconnecter, aujourd'hui, 2012, il ne faut pas déconnecter le tarif de la durée du contrat. Je pense que vous êtes tous chefs d'entreprise, vous allez vite intégrer ce que je veux dire. Je vais essayer de le faire en 2 mots. Aujourd'hui,
le coût de production, subventionné, comme vient de le dire monsieur, est supérieur au prix du marché. Donc ça coûte à la collectivité. Mais comme nous allons passer dans peu de temps la parité, et que le coût de production va devenir moins cher que le prix de cette électricité qui augmente, plus on augmentera la durée du contrat, plus la société pourra bénéficier en retour de ce tarif qui sera alors plus bas. D'où une autre bataille à mener les 14 et 15, c'est de faire changer la durée du contrat pour faire comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils l'ont déjà fait, ils sont passés non pas à 15 ans, mais à 30 ans. Parce que ce que la société va payer pendant un temps, c'est une vision long terme, encore une fois. Elle va le récupérer plus tard. Allez, monsieur Massimega, vous mettez une conclusion à tout ce qu'on vient de dire. Moi, c'est sympa de me faire conclure après autant d'échanges. Ah, mais pas le débat, hein. On va passer à un cas concret, c'est celui de monsieur Bucchi. Ensuite, on fera une conclusion globale. Non, moi, je voulais simplement réagir sur ce qu'a dit monsieur Bucchi tout à l'heure. Et on a beaucoup parlé de logements neufs, effectivement, de bâtiments neufs. On est tous d'accord, c'est parti, quoi. On est en train de... la révolution énergétique est en cours. Sur les bâtiments existants, la profession, et la Fédération du bâtiment en particulier, a commencé à anticiper le problème des rénovations de l'existant. Donc nous poussons nos entrepreneurs à se former, par exemple le maçon sur l'isolation extérieure, l'électricien à aller vers le courant faible, l'intelligence des ouvertures de portes, des arrêts d'électricité, le chauffagiste vers l'intelligence de raisonner en peut-être réseau mutualisé, de pâté de maison, d'immeubles, d'ensemble immobilier. La profession a senti qu'au-delà des bâtiments neufs, il y avait aussi l'enjeu de la rénovation de l'existant, qui représente à peu près 25% de l'activité, la rénovation des bâtiments représente à peu près 25% de l'activité totale du bâtiment. Donc nous sommes déjà en situation, si vous voulez, de répondre à toutes ces problématiques de réhabilitation des logements énergivores. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas de combattants. On a très très peu de dossiers qui nous permettent de mettre en application. Nous avons des exemples comme des bons élèves, comme les bailleurs sociaux en général, qui eux ont le souci de leur patrimoine et qui ont aussi les moyens de faire ces investissements. Donc on voit fleurir ça et là des ensembles immobiliers où on fait des isolations par l'extérieur, où on a des réflexions sur les consommations de chauffage, les arrêts d'électricité, des cages d'escalier, des ascenseurs, etc. C'est vrai que l'enjeu qui va arriver, et là malheureusement pour nous, à part se mettre en situation de réaliser les prestations, ce qui est fait, ça va essentiellement dépendre des politiques. Il va falloir trouver, je n'ai pas la solution, je suis désolé, si je l'avais je vous la donnerais, mais il va falloir trouver cette solution pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de quand même réaliser ces investissements et de leur faire comprendre qu'au bout du bout, à moyenne échéance, si on a une vision non court-termiste, mais au moins moyen terme, que finalement, au bout du bout, quand on va cumuler les dépenses, ils vont être gagnants. Bon, cette incitation que vous avez à trouver, ce mécanisme qui permettrait à ces gens de faire des investissements qu'ils ont des difficultés à réaliser, va être effectivement un enjeu majeur. Je voulais simplement dire à M. Bucchi que nous avons anticipé ça, nous sommes prêts, quoi. Il existe de nombreuses facilitations auprès de la Fédération du bâtiment, il existe de nombreuses formations qui poussent nos entrepreneurs à aller vers ces métiers-là. Alors on est un peu aux prémices de l'arrivée de ces échanges, mais nous sommes prêts. On attend que les gens daignent et puissent surtout faire ces travaux, quoi. Voilà. Bien, parfait. Alors écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Je vais redonner la parole à M. Bucchi. Je vous donnerai 3 minutes pour qu'on parle du projet Premio. Mais avant, est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement sur tout ce qui vient d'être dit? Philippe Français. Non, il n'y a pas de micro, mais je vais essayer de...